Avant d'entamer la sémiologie du syndrome pyramidal, il faut d'abord se rappeler ce que c'est que le faisceau pyramidal. Le faisceau pyramidal est constitué d'un groupement de fibres nerveuses destinées aux troncs et aux membres, transportant les messages moteurs volontaires. Il relie les cellules nerveuses de forme pyramidale, aux cellules de Betz, d'où son nom, contenues dans la substance grise du cerveau, à d'autres cellules nerveuses contenues dans la moelle épinière. À partir des cellules pyramidales, ce faisceau descend vers la moelle épinière en passant par une zone du bulbe rachidien où la plupart des fibres nerveuses décussent et se séparent à l'intérieur de la moelle. La terminaison du faisceau pyramidal est triple. Une première partie se dirige vers les neurones des nerfs crâniens. Une autre se dirige vers les neurones de la corne antérieure, responsables ainsi du mouvement volontaire. Une troisième partie se termine vers les neurones de la corne dorsale, régulant ainsi les mouvements automatiques et réflexes. Le syndrome pyramidal résulte d'une atteinte partielle ou totale du faisceau pyramidal. Prenons cette pyramide. Le sommet correspond à la motricité et la base réfère au tonus et aux réflexes. Le syndrome pyramidal se caractérise par un trouble de la commande motrice, modification du tonus et une atteinte des réflexes, causée par la libération de l'inhibition de l'activité motrice réflexe. À chaque fois qu'on parle du syndrome pyramidal, l'atteinte est centrale. Prenons d'abord les troubles de la commande motrice. Le patient se plaint d'une difficulté à marcher, à courir, à gravir les escaliers, porter des charges, des troubles de phonation ou de déglutition. Toutes ces données-là sont à rechercher lors de l'anamnèse. Lors de l'examen, un ensemble d'épreuves et de signes témoignent de la présence d'un déficit de la commande motrice volontaire. La manœuvre de barrer des membres supérieurs. Yeux fermés et bras tendus, le bras touché s'abaisse progressivement par rapport à l'autre. La manœuvre de barrer des membres inférieurs. En décubitus ventral avec jambes fléchies à la verticale, on observe la baisse progressive de la jambe atteinte. La manœuvre de Mangasini. En décubitus dorsal, cuisse à la verticale et jambes en équerre, on observe la baisse progressive d'un membre inférieur. Au niveau de la face, la paralysie centrale se caractérise par la seule atteinte du facial inférieur. La partie supérieure de la face est protégée due à sa double innervation, donc même si une des deux branches qui l'innerve est atteinte, l'autre prend le relais. La symétrie des traits s'exagère lors de la mimique volontaire. L'atteinte du facial supérieur se résume au signe des cils de Souk. À la fermeture de la paupière, les cils apparaissent plus lents du côté atteint. Le trouble du tonus musculaire est défini par une contracture musculaire apparaissant lors d'une mobilisation passive d'un muscle. Elle apparaît à partir d'un certain angle, elle augmente ensuite selon la vitesse et l'importance de l'étirement. Elle est dite élastique. Cette hypertonie prédomine au niveau des fléchisseurs au niveau du membre supérieur, car les fléchisseurs qui effectuent le mouvement de contraction, et les extenseurs au niveau du membre inférieur. C'est tout simplement l'inverse de l'atteinte motrice. Le patient rapporte une notion de faiblesse indolore à la marche, de l'un ou des deux membres inférieurs, qui s'accentue à l'effort et qui disparaît au repos. Autrement dit, claudication intermittente, qui est très évocatrice du syndrome pyramidal. Cliniquement, il s'agit d'un trouble de la marche dit en fauchant quand l'atteinte est unilatérale, et une marche spastique si l'atteinte est bilatérale. Les réflexes ostéotendineux deviennent vifs, amples et polycinétiques. On peut remarquer également des phénomènes épileptoïdes, tels la trépidation épileptoïde du pied ou le clonus de la rotule. On note également la présence du signe de Bavinski, caractérisé par une extension au lieu d'une flexion des orteils lors de la stimulation du bord externe du pied. Ce signe est pathognomonique mais inconstant, c'est-à-dire ce signe témoigne automatiquement la présence du syndrome pyramidal.